Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés, j'allais dire à l'Université de l'Épargne, à l'Institut Moi, des je me plante Libertés, tout le temps aussi, alors. pour un nouveau délit d'opinion. Délit d'opinion dans lequel je voudrais parler en fait des conflits, ou plutôt des futurs conflits. Généralement, ce sont plutôt des conflits qui sont en germe ou à très très basse intensité et qui peut-être risquent de péter, surtout dans un contexte un petit peu incertain où, comment dire, le monde était déjà pas hyper prévisible avant, mais je crois qu'il est encore moins depuis la victoire de Donald Trump aux élections américaines. On est en train de voir une sorte de réallocation des ressources aux États-Unis. Il y a cette volonté de diminuer considérablement le budget, y compris le budget militaire. Donc peut-être que les États-Unis n'ont plus tellement envie d'être le parapluie de toute une partie du monde. En tout cas, ils ont l'air d'en avoir un petit peu marre de cette relation à sens unique, notamment en ce qui concerne l'Europe. Alors l'Europe, c'est un petit peu compliqué parce que parfois c'est un peu du cas par cas, et puis les différentes déclarations de l'administration peuvent être un peu contradictoires par moment. À un moment donné, ils disent qu'ils vont enlever leurs troupes d'Allemagne. À un autre moment, ils disent qu'ils vont en mettre davantage en Hongrie. Enfin voilà, donc on sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé. Après, il y a un pays en particulier où là, j'ai pas l'impression qu'ils aient prévu d'y aller un petit peu plus mollo sur le soutien. C'est notamment Israël. Donc c'est peut-être le premier pays dont je voudrais parler, Israël, puisque bon, on a un conflit actuellement, c'est assez évident, avec notamment la bande de Gaza, et puis avec le Hezbollah aussi au nord, avec le Liban. Je trouve que il y a une sorte de lame de fond un petit peu discrète, mais qui va peut-être se compliquer à l'avenir pour Israël. C'est une rivalité croissante aussi avec la Turquie. La Turquie dont on reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette émission. Est-ce que pour vous aussi, il y a un risque qui pèse sur Israël par rapport à la Turquie? Non. Non. Non, parce que ce qui s'est passé en Syrie, vous savez, en Syrie, la Syrie était gouvernée par les Alaouites. Les Alaouites, c'était une minorité qui gouvernait en s'appuyant sur les autres minorités en Syrie, c'est-à-dire ce qui reste de chrétiens, d'arméniens, et de choses comme ça. Il y en a plus des masses, mais enfin, il y en a encore quelques-uns, quelques Kurdes aussi. Et quelque part, ce qui s'est passé là depuis quelques mois, c'est que la Syrie, je veux dire Israël et la Turquie se sont mis d'accord pour se partager la Syrie. Voilà. La Turquie prend la Syrie du Nord, mettons jusqu'à Alep, allez. Et puis Israël prend la Syrie du Sud jusqu'à Damas. Et comme ça, ça permettra d'éliminer un produit qui embêtait tout le monde. C'était ce régime alaouite qui était considéré un peu comme des gens qui sont pas convenables dans le monde musulman. Sur les alaouites, c'est des gens qui étaient considérés comme les derniers des derniers, comme si c'était des pestiférés, quoi. Et puis ceux qui ont pris le pouvoir, ils l'ont gardé 30 ou 40 ans. Et donc, probablement, les sunnites vont commencer et ont recommencé à massacrer les populations non sunnites. Et donc c'est une très mauvaise nouvelle pour les Alaouites, les Arméniens, les chrétiens, tout ça. Mais enfin, les Arméniens faisant partie des chrétiens, mais enfin ça. Donc je crois qu'il y a une partage. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui se passe en Égypte, où l'Égypte est extraordinairement instable, pour des tas de raisons historiques. Et il est évident que si l'Égypte, c'est un petit peu, beaucoup plus que la Syrie encore, le cœur des sunnites. C'est là qu'ils sont, et c'est là qu'il y a la grande mosquée Al-Aqsa, là. Et je crois que là, si vous voulez, le Qatar, l'Arabie Saoudite et même Israël, allez, ont comme objectif premier de consolider l'Égypte le plus possible. Parce que si l'Égypte saute, à ce moment-là, le Moyen-Orient redevient un merdier pas possible. Donc, si je devais faire une réponse à votre question, je dirais
La plupart des gens se rendent compte que l'histoire des accords d'Abraham, Ouais. c'était une très bonne idée. Et qu'il y a eu, une tentative, sans doute financée par l'Iran, pour faire sauter les accords d'Abraham. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant cette histoire de la Palestine, de Gaza et tous ces trucs-là, la plupart des pays arabes, y compris l'Égypte, se sont très peu manifestés. Tout à fait. Et ce qui est étonnant, c'est que si vous vouliez sortir au galop de la banque de Gaza, Oui. il y avait des portes qui vous amenaient en Égypte, Bien sûr. qui Par sont le restées Sinaï, toujours qui sont toujours restées soigneusement fermées, quoi. Donc, la question, c'est comment on peut reprendre les accords d'Abraham, parce que maintenant on voit arriver cet immense développement qui va se passer, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui va aller donc de la Crimée jusqu'à l'Indonésie, toute la partie sud de l'Asie. Là. Ouais. Si vous êtes l'Iran, si vous êtes l'Iran, vous êtes embêté parce que vous avez plein de gaz et de pétrole à vendre, mais que les Américains ne veulent pas vous vendre ça tant que vous continuerez à essayer de foutre la région en l'air, quoi. Donc, il y a une espèce, probablement maintenant, allez, vous savez, en Iran, on dit toujours, il y a trois pouvoirs. Il y a les gars qui sont au pouvoir, qui étaient le Shah, et maintenant il y a ce qu'on appelait le bazar, c'est-à-dire le monde des affaires, et puis il y avait la population. Et je crois que le bazar et la population commencent à en avoir ras-le-bol de la théocratie qui est là-haut. Donc moi, ce qui me semble, si les accords d'Abraham devaient revenir, ils peuvent pas revenir tant que l'Iran en théocratique est là. Donc il me semble que s'il devait y avoir une surprise, ce serait un coup d'État en Iran. Une liquidation du régime. Une liquidation du régime. Et donc à ce moment-là, toute cette région redeviendrait parfaitement jouable. Ouais, ce serait bon pour les affaires, c'est sûr. Ce serait très très bon pour les affaires et tout le Moyen-Orient, qui est l'endroit où il y a quand même beaucoup de réserves de gaz et de pétrole, pourrait sans aucune difficulté envoyer tout ça vers l'Inde, ce qui arrangerait tout le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a eu une espèce de bataille d'arrière-garde qui est faite par l'Iran, en utilisant Gaza et le Fatah là-bas, mais le Fatah, je crois, a été plus ou moins détruit. Le Gaza, je suis pas certain qu'elle reste, parce qu'on est en train d'essayer de coller les Palestiniens, je sais plus où, au Soudan, ou j'en sais rien. Donc, pour moi, on est en train d'essayer je sais pas si va s'arriver, mais avec Bush, c'est beaucoup plus probable qu'avec Biden. On est en train d'essayer de désamorcer ce truc-là, donc c'est pas là que j'attends des problèmes. J'attends plutôt une révolution en Iran, quoi. Qui serait une bonne nouvelle. Ouais, mais alors sur cette question du partage de la Syrie, Ankara, Erdogan n'est pas forcément d'accord. Alors je sais pas ce qu'il en sera. Mais après, tous les gars, mais Erdogan, il veut pas partager la Syrie. Apparemment. Il veut pas. Mais bien sûr, vous attendriez pas à ce qu'ils le disent quand même. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est que tous les gars qui ont fait la révolution, environ les Alaouites, là, étaient des agents syriens. Oui, donc les agents, les gars qui sont au pouvoir en Syrie sont tous des agents syriens. Ouais. Donc non, des agents turcs. Sont des agents turcs. Donc vous savez, quand vous êtes dans le monde musulman, il y a ce qu'on appelle la taqiyya. Ouais. Vous avez le droit de mentir si c'est pour mettons qu'ils s'en privent pas, quoi. Le fait que Erdogan dise que il tient pas à partager la Syrie, je vous dis, il y a encore pas très longtemps, il y avait d'excellentes relations entre la Turquie et Israël qui durent depuis toujours, quoi. Oui, tout à fait. Donc voilà. Ensuite, je voudrais parler un petit peu de la Russie quand même, parce que je pense que on peut pas ne pas en parler. Donc il y a un conflit en Ukraine actuellement. Je pense que ça n'aura échappé à personne. J'espère. On a fait une émission là-dessus il y a pas longtemps. On en a fait une ce matin aussi. Voilà. J'espère qu'on est plus proche de la fin que du début, que ces négociations vont aboutir et qu'on devrait, j'imagine, arriver à un accord à peu près de statu quo. Sauf que le statu quo, c'est pas toujours forcément très très bien, donc il faut quelque chose d'un petit peu plus complémentaire et d'un peu plus profond que le statu quo. Et sachant que il y a eu cette histoire en Géorgie en 2008, il y a eu la Crimée en 2014, et puis maintenant il y a toute la partie est de l'Ukraine depuis 2022. Est-ce que s'il y a la fin d'un conflit local, pour ce qui concerne les frontières de l'Ukraine, est-ce qu'il faudrait s'attendre à d'autres avancées de la Russie? Bon, non, pas du tout. Pourquoi y a-t-il eu ces problèmes en Géorgie?
en Crimée et ensuite en Ukraine. Bah, je sais pas, vous avez peut-être la carte sous les yeux, là, on peut peut-être la montrer, là, à l'écran. Et vous voyez, regardez simplement la mer Noire. Et puis regardez également ce dont j'ai parlé ce matin, ce qu'ont fait les Russes. La grande ligne bleue qui descend, c'est la ligne qui amène donc le pétrole et les matières premières russes à l'Inde. Vous savez, qui a été bâtie dans les c'est ce qu'ils ont fait dans les 3 ou 4 dernières années, ce qui fait que maintenant, les Russes livrent des matières premières à l'Inde. C'est la première fois que l'Inde a des matières premières qui viennent de l'Asie centrale dans son histoire. Donc, ça a changé complètement le monde, puisque c'est pas payable en dollars, Donc, vous regardez cette carte, vous voyez qu'elle est là, et vous voyez que cette ligne bleue passe tout près de la mer Noire, et en particulier de la Géorgie, à Tbilissi, là. Et les Américains avaient essayé de coller des bases militaires à côté de Tbilissi sur la mer Noire, là. C'est là que les Russes leur sont rentrés dedans, et ont piqué 2 provinces à la Géorgie. Donc les Américains ont fait demi-tour et ont été essayés d'emmerder les Russes sur la Crimée, qui est un peu plus haut, qui est aussi à portée pour détruire les trucs vers l'Inde. Là aussi, ils se sont fait renvoyer dans leur but. Ils sont allés encore un peu plus loin. Ils ont commencé le truc en Ukraine, toujours pour essayer de détruire ce truc bleu. Donc, ça fait 3 fois que Poutine les renvoie dans leur but. Donc, je crois que Trump a décidé qu'il n'en avait rien à foutre du truc bleu. Et que cette histoire d'avoir un empire, ça l'intéressait pas, qu'il voyait pas ce qu'il avait à foutre à Tbilissi ou en Crimée. Et donc, ils ont décidé de faire la forteresse américaine, dont on a beaucoup parlé. Et donc, je crois que simplement que, si je peux dire tranquillement, c'est que les Américains essayaient de faire des problèmes militaires à la Russie en l'encerclant de base, et en particulier en mettant des bases le long de cette ligne bleue pour pouvoir l'interrompre à tout moment, et qu'ils ont perdu. Et que maintenant, ils ont décidé qu'ils en allaient, que ça ne les intéressait plus. Ce qui veut dire que tout le territoire maintenant, vous voyez, qui va de Vladivostok à Moscou, mettons, est en dehors de la portée militaire des États-Unis, puisqu'ils ont perdu aussi leur base qui était en Afghanistan, comment elle s'appelait, je ne sais plus très bien, là, et qu'ils ont laissé avec tout le matériel qui leur permettait, là, de contrôler l'ensemble du système. Et maintenant, s'ils veulent, ils doivent mettre aussi un porte-avions dans les mers ici, mais c'est loin en plus, ou bien alors ils doivent voler littéralement d'Australie ou de Diego Garcia, ce qui permet d'arriver à... Tout le monde est au courant qu'ils arrivent, quoi. Donc, je crois que les Allemands, vous savez, leur géopolitique, la grande histoire, c'est toujours la lutte des empires terrestres contre les empires maritimes. Ben, je crois que là, les Américains ont perdu la lutte sur le contrôle sur le contrôle terrestre, ouais. Sur le contrôle terrestre, et leur marine sert à rien, puisque maintenant tous les transports à l'intérieur de cette zone vont se passer par terre. Oui. Donc, ils pouvaient interrompre à tout moment les lignes de communication des gens dans cette zone, qui passaient tous par les mers, ben c'est fini. C'est fini. Donc ça veut dire simplement que les États-Unis ont perdu la guerre impériale, quoi. Vous avez 25 ans comme moi, ou 30, 35, 40 ans, vous avez des enfants, vous envisagez d'en avoir, et comme tout parent responsable, vous demandez comment vous allez être capable de financer leur éducation, par exemple dans des écoles privées, ou les mettre dans des clubs de foot, ou j'en sais rien. Et bien pour apprendre à optimiser son portefeuille et se permettre de payer des écoles peut-être au-delà de vos revenus, vous pouvez apprendre la gestion de portefeuille sur l'Université de l'épargne. Très bien. Ensuite, il y a le dossier... Mais encore une fois, ni je dis c'est bien, c'est mal. Oui, bien sûr. Honnêtement, je m'en contrefous. C'est pas mon sujet principal, mais je dis simplement, il me paraît évident qu'ils sont perdus, quoi. Ouais. Ensuite, il y a le dossier Chine-Taïwan, parce que tout le monde est intéressé par ce dossier. Et alors, s'il y a bien une personne que je connais qui me dit continuellement depuis des années que la Chine ne va jamais rien faire sur Taïwan, cette personne est assise à côté de moi. Donc, pourquoi il se passerait rien ? Parce que, comment dire, il y a une constante depuis plusieurs décennies, c'est que la Chine continentale considère Taïwan comme faisant partie de la Chine. Oui. Et les Chinois, les Taïwanais n'ont pas dit le contraire, hein. Oui, alors il s'appelle République de Chine. Il s'appelle République de Chine, c'est 2 républiques de Chine. C'est Chiang Kai-shek qui l'a créé, indépendant et tout. Donc ils se considèrent tous les deux comme des régimes légitimes pour la Chine. La seule chose qui n'est pas d'accord, c'est quand est-ce qu'ils vont se réunir. Ben, ça, comme j'en avais discuté avec le ministère des Affaires de Taïwan il y a 30 ans, et il m'avait dit, tant qu'on ne devient pas nucléaire et tant qu'on déclare pas notre indépendance, ils nous attaqueront jamais. Et ni ils vont devenir nucléaires,
Et avec Trump, ils vont pas déclarer leur indépendance. Ouais. Avec Biden, il a tout fait pour qu'il déclare l'indépendance. Ouais. Mais quand vous allez à Taïwan, ils n'ont qu'une idée, c'est de continuer de faire des affaires avec la Chine. Et donc, la Chine, bon, si j'ose dire Taïwan, ça va être un machin comme Hong Kong, mais beaucoup plus indépendant encore. C'est-à-dire que, en même temps, les Chinois sont peut-être pas mécontents d'avoir un laboratoire capitalistique là qui est là où ils peuvent faire des tas d'opérations. Et les Chinois, sur les 10 derniers siècles, si on exclut le dernier siècle, où ils ont été attaqués de tous les côtés, ils n'ont jamais attaqué personne. En 10 siècles d'histoire, jamais. Ce qu'ils appellent l'empire du milieu, c'est-à-dire cette espèce d'énorme gros truc au milieu, c'est-à-dire c'est la Chine, quoi. Les gens toujours l'ont attaqué de l'extérieur, soit venant de Corée, soit venant du Tibet, soit venant des Mongols, mais à ma connaissance, ils ont très très peu attaqué. Ils ont essayé d'attaquer une fois le Vietnam il y a quelques années, ils ont pris une branlée. Puis ils se sont tapés un petit peu sur la gueule avec les Indiens. Là aussi, ça n'a pas été un grand succès. Mais je vois que par exemple, à la frontière de l'Inde et maintenant, il y a des nouvelles qui sortent dans les journaux en ce moment que, pour des raisons évidentes, la Chine et l'Inde sont en train de trouver des façons de travailler plus ensemble, quoi. Donc, là encore, quand vous voyez les profits que vous allez tirer d'une collaboration et à quel point vous serez pas bien s'il n'y a pas cette collaboration, vous êtes un gouvernement normal, vous dites, bon, ben, je préfère avoir des voitures chinoises que des tanks, quoi. Donc, toute cette zone, qui encore une fois va de la Turquie jusqu'à la Sibérie carrément, et jusqu'au Vietnam, etc., c'est pas difficile. 1,4 milliard d'habitants en Inde, 100 millions au Vietnam, je sais pas combien, 90 millions en Thaïlande, 250 millions en Indonésie, quelque chose comme 100 millions en Malaisie. Ils demandent qu'à travailler les uns avec les autres et à faire une zone de développement commune. Ce qui n'est pas un type trop heureux, parce que si vous avez choisi le Japon de 40 à 45, il parlait de zone de développement commune asiatique, où il tapait sur tout le monde, donc c'était pas une bonne idée. Enfin, c'est pas un bon nom, mais c'est en fait une zone de développement commune. Et il me semble que c'est là que tout va se passer, et que tout va bien se passer. Si vous voulez, ce qui est dangereux, c'est quand un pays qui est fort militairement est en train de s'écrouler économiquement, parce qu'il a tendance à attaquer le pays d'à côté pour essayer de masquer son échec économique. Ben, je vois pas qui dans cette région pourrait suivre ce paradigme-là, je vois pas du tout. On est en train et des gens me disent qu'il commence à y avoir des discussions, pour vous donner une idée, entre la Turquie, la Chine et l'Iran, l'Arabie Saoudite aussi sans doute, pour établir un grid commun pour l'électricité. Ouais. Bah, si vous foutez des grids communs pour l'électricité, vous n'allez pas vous mettre sur la gueule. À partir du moment où vous avez le même système électrique, il suffit que les gars vous fassent sauter chez eux, et puis ça saute chez vous. Donc, donc à partir du moment où les gens joignent leur grid, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de se mettre sur la gueule. Ouais. Donc, toute l'histoire de guerre, si vous voulez, c'est ceux qui ont tout tablé sur l'Empire américain, ça a échoué, et maintenant, ils seraient prêts à monter l'escalade de la guerre, mais ils ont perdu le pouvoir. Ils sont plus aux États-Unis, puis en plus ils vont se retrouver en prison, sans doute aux États-Unis. Donc les risques de guerre, pour moi, avec l'élection de Trump, ils viennent de diminuer de façon phénoménale, quoi. Ouais. Il n'y a que les Européens qui s'en rendent pas compte, mais parce que nous, malheureusement, il y a longtemps qu'on a perdu le sens de ce qui est souhaitable. Ouais. Et pourquoi tout le monde pense que la Chine va attaquer Taïwan, du coup? Parce que j'ai l'impression que c'est une évidence pour tout le monde. Mais en plus, c'est complètement crétin, parce que Taïwan, c'est une île qui est le sommet d'une montagne. Donc face à la Chine, ils ont donc des montagnes qui tombent à pic dans l'eau. Donc où est-ce que vous débarquez? C'est pas possible. Vous pouvez pas débarquer. Et il y a que 2 plages où vous pouvez débarquer. Inutile de vous dire que ces 2 plages sont remplies de canons et tout. Donc ceux qui parlent
Ils n'ont jamais été en Chine. Ils connaissent rien. Ils comprennent rien à la Chine. Et ils pensent que la Chine est un pays impérialiste. Ouais. La Chine est tout sauf impérialiste. Alors, la seule chose que demandent les Chinois, c'est qu'il y ait une espèce de compréhension. Bon, il y a deux souverainetés. Il y a la souveraineté de Taïwan, qui est sur toute la Chine. Et il y a la souveraineté de la Chine, qui est sur toute la Chine, et ils disent aussi sur Taïwan. Donc, tant qu'aucun des deux ne dit, tant que le petit Taïwan ne dit pas que la Chine n'est pas souveraine à Taïwan, ils vont leur foutre bien la paix, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? De toute façon, la quasi-totalité des ingénieurs qui sont formés à Taïwan, il y a plein de bonnes universités à Taïwan, vont bosser à Shanghai. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est comme... j'en sais rien, ça me paraît complètement farfelu. L'idée d'attaquer Taïwan, en plus, les Chinois savent très bien que leur armée, elle n'a pas été au feu d'une vraie guerre depuis 45, 46, 47, quand ils ont gagné la guerre civile. Donc, vous savez très bien que si vous êtes un régime communiste et que vous commencez une guerre et que vous la perdez, vous sautez. Ouais. Donc, vous imaginez que le gouvernement communiste va prendre le risque de perdre le pouvoir en Chine pour aller le gagner dans une province dont ils n'ont rien à foutre. C'est juste des paroles verbales. Ouais. C'est que simplement les gens sont... Je crois aussi, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui se passe qui est beaucoup plus profond. C'est dans les marchés financiers qui ont beaucoup d'influence dans notre monde. C'est que la plupart des gens ont tout misé, encore une fois, sur la supériorité de l'Empire américain. Et l'une des idées maîtresses de cet empire, c'est que si vous étiez un sujet loyal de l'empire, comme M. Macron, eh bien, vous n'investissiez pas dans les ennemis de l'empire, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on fait tout pour que les épargnants français ne puissent pas acheter des obligations chinoises, par exemple. Très bien. Mais à partir du moment où l'Empire avoue qu'il ne veut plus être un empire, c'est ce qu'a dit M. Vance à Munich, vous vous retrouvez dans une situation difficile où il faudrait acheter en Chine le marché des actions, etc. Mais vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes trompé. Ouais. Donc vous dites, ils vont attaquer Taïwan. C'est-à-dire qu'ils, comme souvent les crapules, ils accusent les autres de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que, par exemple, depuis des années, on nous explique que la Russie a attaqué la Géorgie, puis elle a attaqué, en fait, était à chaque fois parce qu'il y avait des bases militaires qui s'installaient, alors qu'on avait promis aux Russes que jamais l'OTAN n'irait jusqu'à ses frontières. Donc, on présente la Russie comme l'agresseur, alors qu'en fait, ça a été l'agressé. Avec 2014, tout ça. Bon. Donc, l'idée de base, c'est quand même d'expliquer qu'il y a les bons et qu'il y a les méchants, que les Russes et les Chinois sont les méchants, et que ces méchants, ils vont continuer à faire des saloperies comme d'attaquer Taïwan. Ça me paraît complètement con. Très bien. Donc Taïwan, c'est... Moi, je peux... Oui, non. Je peux me tromper, hein, mais enfin, je vois pas du tout, connaissant les Chinois, vous savez, dans l'ordre sociologique chinois, le militaire, c'est tout ce qu'il y a tout en bas. Non, mais quoi. c'est vrai que d'un autre côté, ça fait plus de 50 ans maintenant que la Chine continentale revendique sa souveraineté sur Taïwan et qu'il se passe rien militairement. Militairement, mais en plus, ça aurait été facile au moment, en 68, 69, etc., ça aurait été possible, parce que les États-Unis étaient affaiblis par la guerre du Vietnam. En plus, je crois que les États-Unis ont une espèce de traité qui a été signé, mais peut-être de façon implicite, que si la Chine attaque Taïwan, les États-Unis rentrent dans le coup, presque automatiquement. Ouais. Je pense qu'il y a un peu un accord de ce principe, c'est-à-dire que... Je sais pas si... mais enfin, c'est... Comment on dit ? Generally understood. Oui, en fait, c'est un accord un peu particulier, je pense, un peu implicite. C'est-à-dire que à Taïwan, il y a... Un peu comme avec le Japon, ils ont une alliance défensive.
Un peu. C'est-à-dire qu'à Taïwan, il y a la production de 60%, un peu plus même, des semi-conducteurs. Surtout de très grande qualité, oui. Voilà. TSMC. Et voilà, sur 90% des ceux de très haute qualité. Et TSMC en produit 50%, un peu plus. Et ils ont annoncé des investissements de 100 milliards aux États-Unis pour y mettre plusieurs usines aux États-Unis directement et un centre de recherche et développement aussi. Donc je pense qu'ils sont dans un accord de bonne intelligence où, bien sûr, pour se protéger dans l'intérêt de tout le monde, y compris des Américains, ils doivent garder l'essentiel de leur production sur le sol de Taïwan, parce que sinon, s'ils délocalisent tout, il n'y a plus d'intérêt pour les États-Unis à protéger Taïwan. Mais d'un autre côté, ils font aussi un accord de bonne intelligence en créant 40 000 emplois sur le sol américain, ce qui fait plaisir à Trump. Et donc lui, il s'y retrouve, quoi. Et puis il aura des semi-conducteurs à la maison. Voilà, les seuls qui seront incapables de faire les moins de semi-conducteurs, ce sera une fois de plus l'Europe, puisque oui, ça, on voit très bien avec, comment elle s'appelle, cette société européenne qui est franco-italienne ou je sais pas quoi, où ça marche moyen. Donc, encore une fois, si vous regardez l'histoire des 250 dernières années, je crois que les États-Unis n'ont pas été en guerre simplement pendant 3 ans. Ah oui. Sur les 250. Donc les États-Unis ont attaqué tout le monde, l'Amérique du Sud, les îles dans le Pacifique, Cuba, enfin ils ont attaqué la terre entière, qui était à l'époque pour l'Espagne. Je crois que la Chine n'a jamais eu 2 guerres en 1000 ans, quoi, vers l'extérieur. Il y a des gens qui sont rentrés chez eux, mais à ce moment-là, ils les absorbent. Hein. C'est comme les Mongols, au bout d'un siècle, ils étaient plus chinois que les Chinois. Donc, nous, on est les Caucasiens, nous sommes des gens extraordinairement guerriers, extraordinairement agressifs. Et on veut bâtir des empires. Les Chinois, ils veulent la survie de l'empire du milieu. Ouais. Le reste, ils s'en foutent. Et puis, on aime bien aussi les résolutions rapides. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont le temps. Ils ont le temps, ils ont toujours le temps. Et ils voient pas pourquoi ils devraient faire tuer des dizaines de milliers de personnes dans un truc qui en plus est extraordinairement dangereux, qui mettrait en péril le régime communiste lui-même. Donc la survie, ils sont très attachés. Enfin, les classes dirigeantes, je pense. Et le peuple petit, tout ce que j'en sais tout autant d'ailleurs. Et donc, je vois pas très bien pourquoi ils iraient se faire casser la gueule. Ils iraient prendre un risque comme ça. Je vois pas. Ouais. Et ensuite, il y a un autre dossier encore sur la Chine, c'est la présence en mer de Chine. Alors, la présence en mer de Chine, elle embête notamment le Vietnam et les Philippines. C'est-à-dire que ils pratiquent ce qu'on appelle depuis 2012 la poldérisation. C'est-à-dire le renflouement en fait des fonds marins pour mettre des milliers de tonnes de sable sur des petits archipels qui sont tout juste oui, ils font des aéroports, ils font des des aéroports, ils ont des petites bases militaires, ils sont contents. Comme ça, ils peuvent avoir leur flotte en pleine mer sans être directement au bord au bord de l'eau, au bord du continent. Est-ce que ça va être un problème ou simplement, c'est toujours pareil, c'est ce que m'avait dit un certain nombre d'hommes politiques de la région là-bas. Ils nous avaient dit, les Américains, les Européens essayent de nous aider à régler ce problème avec la cour de la Haye, tout ça. Ouais, absolument. Mais la réalité, ce que disent les gars, c'est que les Américains, les Européens, bon, ils sont là depuis 150 ans, mais ils seront plus là, ils sont peut-être plus là dans 150 ans pour ce qu'on en sait. Oui. Mais la Chine sera toujours là, quoi. Oui. Donc, si je comprends un peu l'Asie, j'en sais rien, mais si je comprends un peu l'Asie, ce que tous ces gars-là vont faire, c'est qu'ils vont admettre, ce qu'ils faisaient toujours dans le temps, à l'époque des empereurs, une espèce de supériorité hiérarchique de la Chine. On leur envoie 2 eucalyptus et une orchidée pour montrer et qui est accepté avec beaucoup de gratitude par l'empereur. Et puis ensuite, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ouais. Il y a un vieux proverbe en chinois qui dit l'empire est grand, les montagnes sont hautes. C'est-à-dire que, jusqu'à Pékin, tant que vous emmerdez pas Pékin, dans votre coin reculé là-bas, il vous fout la paix, quoi. Ouais. Tant que vous dites pas je veux soit attaquer, soit scinder l'empire du milieu, parce que les grandes périodes de malheur de la Chine, ça a toujours été les seigneurs de la guerre et les gens qui coupaient la Chine en morceaux, qui commencent à se mettre sur la gueule entre eux. Les périodes malheureuses de la Chine, ça a toujours été les guerres civiles. Donc, si vous me dites que Taïwan et la Chine, ça va être une guerre civile, ce qui est le cas,
c'est ce qui crée une par-dessus tout. Ouais. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Ouais. Donc, moi, je ne suis pas du tout persuadé que les Chinois aient la moindre intention d'être très agressifs. Ouais. Ils auront une armée défensive qui sera de bonne qualité, Ouais. et ils font des recherches en particulier sur les missiles qui vont à 10 fois la vitesse du son, etc. Mais vous regardez comme ça, géographiquement, c'est un truc qui est défensif. Parce qu'ils ne peuvent pas grandir. S'ils vont, ils ont l'Himalaya qui les barre vers l'Inde, Ouais. ils ont des forêts absolument infranchissables, etc., vers l'Indonésie et vers l'Indochine Thaïlande, et Vietnam, etc. la Thaïlande et Laos. donc tout ça, c'est pas facile. Là, puis ils ont la mer, ils ont le Japon de l'autre côté qui est pas très sympathique. Là, ils ont les montagnes, puis vous arrivez en Sibérie. Mm-hmm. Et puis il y a la Corée qui est quand même pas un cadeau. Il y a eu la Mongolie. Donc tout ça, si vous voulez, vous voyez très bien l'espace chinois. Et les dangers sont toujours venus de l'extérieur vers l'espace chinois, quoi. Boum, boum, boum. Oui. Et donc, assez rarement, il y a eu, pour ainsi dire jamais, il y a eu l'espace chinois qui est allé vers l'extérieur. Donc, j'y crois pas. Ouais, très bien. Et il y a une série aussi que la presse aime bien reprendre, c'est le petit conflit qu'il y a, qui est très territorialisé, entre la Chine et l'Inde. C'est fini, ça. Dans la vallée de Galwan. Ouais, c'est ça, ils se mettent sur la gueule à 4000 mètres d'altitude pour 2 arpents de neige, mais ça c'est fini. Et là, je crois qu'hier, il y a eu des accords qui ont été signés entre la Chine. Parce que le grand développement des années qui viennent, c'est ce que j'ai dit ce matin, mais ça va être le triangle Moscou, Pékin, Delhi, avec les matières premières qui viendront de la Russie, les capitaux, les investissements, etc., qui viendront de Chine, et le travail qui sera en Inde, où il y a 1,4 milliard et les gens sont chez Inde. Donc, ça, c'est absolument le triangle du futur. Donc, le problème, c'est comme c'est l'endroit aussi où toute l'épargne du monde est concentrée, là, cette zone autour de l'Inde, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un centre financier qui collecte cette épargne partout et qui la redistribue, qui fasse le boulot de triage et vous savez que ça ne sera pas les États-Unis, pour des raisons évidentes. Ça a été, mais maintenant c'est fini, c'est plus possible. Donc ça va être Hong Kong. Ouais. Donc les Indiens vont emprunter des dollars par milliard en dollars de Hong Kong, là. Et donc ensuite, ils auront peut-être des accords de swap avec la Banque centrale chinoise et tout. Donc vous voyez, il y a tellement d'intérêts convergents maintenant entre l'Inde et la Chine que même s'ils ne peuvent pas se blairer, si vous voulez, des robots aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose comme 60% des robots dans le monde de qualité qui sont faits en Chine. Ouais. Les usines de robots sont toutes en Chine. Ouais, la robotique est est absolument développée. Si vous voulez trouver des sociétés qui savent faire des routes, des hôpitaux, des ensembles immobiliers, etc., ça fait 30 ans qu'ils les font en Chine. Dans les sociétés qui sont très performantes sur la robotique, c'est à peu près 40% de sociétés américaines et 60% de sociétés chinoises. Il y a quelques Japonais qui sont pas mauvais aussi. Il y a très peu de partage. Et donc, je me dis, là, il y a en Chine, il y a toute comment vous si j'ose dire, vous structurez en infrastructure un pays qui en a pas assez. Bon, ça, ils ont fait ça pendant 30 ans, ils savent faire. Maintenant, ils l'ont en Inde. L'Inde, ils ont le marché, ils ont la population. Maintenant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est emprunter du pognon en dollars de Hong Kong pour payer les sociétés chinoises qui vont leur faire des routes, des ponts, des hôpitaux en embauchant des travailleurs locaux. Et est-ce que l'Inde va pas être un petit peu obligée de s'entendre aussi avec le Pakistan parce qu'il y a ce corridor. Personne ne peut s'entendre avec le Pakistan. Parce que la Chine, ils ont bien leur corridor, le CPEC justement qu'on voit sur cette carte. Ils réussissent pas le truc vert là au milieu là. Pour ceux qui regardent la carte, celui qui arrive à Karachi et tout, ils ont un peu arrêté de le bâtir parce que il faut pas traverser le Pakistan et l'Afghanistan. Et alors là, c'est que des fous profonds, quoi. Vous vous faites tirer comme des lapins partout par des gars, vous savez pas pourquoi, ni pourquoi ils sont là, ni pourquoi ils tirent. Eux non plus, d'ailleurs. Enfin, c'est le sport local. Donc, si vous voulez, la ligne verte qui descend comme ça, qui est en projet, etc., elle devrait avoir lieu, mais en fait, elle est remplacée par la ligne jaune qui est à gauche, qui se termine par la ligne bleue, donc on va passer par l'Iran. D'accord. La ligne verte, là, qui était prévisible, les Chinois voulaient investir dans tout ça, mais je crois qu'ils laissent tomber. Ouais, d'accord. Non, mais le Pakistan, c'est pas un État, quoi.
c'est une série de tribus qui se mettent sur la gueule de Pashtun et tout depuis la nuit des temps. Et chaque fois que quelqu'un s'en est approché, il a perdu tout ce qu'il voulait. Ouais, c'est un peu difficile de faire. Je crois que c'est là qu'Alexandre le Grand s'était arrêté à l'époque quand il était. Oui, c'est à peu près ça, ouais, à l'Afghanistan, ouais. Il est dépassé en Afghanistan, il a laissé quelques tribus d'ailleurs. Puis ensuite il est descendu, puis là il s'est arrêté, je crois. Puis voilà. Ouais, c'est dire. Si Alexandre le Grand est pas passé, je vais pas y essayer. Hein. Ouais. Et puis je voudrais revenir un petit peu pour la fin de cette émission sur la Turquie, parce que la Turquie, pour le coup, c'est peut-être le pays sur cette carte qui aura le plus de prétentions impériales dans les prochaines décennies. La Turquie, il faut pas oublier d'abord que ça a été un empire. Oui. Et faut pas oublier tout, voilà, parce qu'il y a les frontières de la Turquie, puis c'est pas un pays, c'est pas un pays immense, hein, c'est un pays d'une bonne taille, mais pas immense. Mais les Azerbaïdjanais sont turcs. Voilà, exactement. Il y a tous ce qu'on appelle les Turciques. Les Turciques, tous les gars qui sont au nord de l'Himalaya, quasiment jusqu'à Pékin, voilà, ils sont tous des Turcs. Tout le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan, etc. Tout ça, ils sont tous des turcophones. Donc, il est possible, si vous cherchez où pourra naître un nouvel empire, il est possible que l'empire turc reprenne un peu les traces de l'empire mongol, c'était d'ailleurs les mêmes, et essaye de coloniser tout ce qui est au sud de la Russie en ce moment. Ouais. Quoi. Voilà, entre la Russie et l'Himalaya. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est possible. Entre la Chine ce que disait Solzhenitsyn, c'est que la prochaine guerre aurait lieu entre les frontières de la Turquie et les frontières de la Chine. Comme il n'y en a pas, c'est qu'ils pensaient qu'en effet, tous ces trucs-là... Il y en aurait, oui. Il y en aurait. C'est-à-dire, il y a la possibilité qu'on ait un immense empire turc, comme ça, qui remonte en effet. Ouais. Et à ce moment-là, les Chinois vont pas aimer. Hein. Et il y a aussi la question... alors qui est... Les Indiens non plus, d'ailleurs. Il y a... Vous savez, il y a cette histoire avec vous avez raison, le point de rupture, c'est la Turquie, qui est quand même un pays qui est... Et puis les Turcs sont des soldats pas possibles, et eux, ils ont eu l'empire de la Méditerranée, quoi, pendant un grand moment, sauf la rive sud de la Méditerranée, leur a appartenu pendant... Donc, oui, les Turcs, ils pourraient foutre le bordel. Et d'ailleurs, il s'est un peu calmé depuis un moment, mais Erdogan avait commenté de manière très négative le traitement des Ouïghours. Les Ouïghours, justement, c'est un peuple turcique, voilà, c'est musulman turcique. En plus de ça, il y a aussi une part de Ouïghours qui vivent aussi en Turquie, justement. Donc voilà, il y a des liens un peu au-delà des frontières. Ils sont tous de la Turquie. Et ça foutrait la trouille à toute l'Asie, parce que, et y compris aux Russes et aux Chinois, parce que on ne sait pas en Europe, mais cet empire mongol, ça a été quand même, ils ont été arrêtés, je crois, en Europe, les Turcs ou les Mongols d'ailleurs, aussi curieux que ça paraisse, par les Hongrois. Ils ont été envahis par les Turcs pendant un certain temps, puis les Mongols. Ils ont perdu une première fois, et la deuxième fois, ils les ont ratatinés, les Hongrois. Donc, quand on regarde ces pays, la Hongrie, l'Autriche, un certain nombre de pays comme ça, la Serbie, c'était quand même des pays qui étaient là pour protéger l'Europe de l'arrivée des Mongols et des Turcs, quoi, ou des Huns, ou je sais pas quoi, ils arrivaient toujours de l'Est. Alors, comme notre démographie s'effondre, et pas la leur, tellement, il risque d'y avoir un petit appel d'air, là. Oui, la Turquie, c'est... Mais la question, c'est, je sais pas si elle va partir vers la droite ou si elle va partir vers la gauche. Oui, parce que effectivement, là, de la manière dont on parle, elle part dans toutes les directions. Oui. Parce qu'il y a d'un côté un peu vers le sud avec la Syrie, vers l'est avec. Ils l'ont toujours fait, ça. Ils avaient tout le matériel. Voilà. Et surtout, le vrai problème qu'on a avec la Turquie, c'est qu'ils ont des troupes extrêmement importantes, si j'ose dire, en Allemagne. Ils ont en Allemagne, ils ont des trucs. Il y a beaucoup de Turcs en Allemagne, plusieurs millions. Oui, bien sûr. Donc. C'est un rôle littéralement dans la diplomatie allemande. Hein. La diplomatie allemande prend en compte à chaque fois. Donc, oui, dans toute cette carte, etc., les seuls qui ont un potentiel de dislocation, et en ce moment, Erdogan a fait une espèce de coup d'État pour essayer de se débarrasser de son rival éventuel dans un an, qui était le maire d'Istanbul, qui l'a fait arrêter et tout, ça gueule dans toute apparemment, il y a des manifestations dans la Turquie. Ouais. Parce que déjà aussi, aux dernières élections, il avait eu un petit peu chaud, Erdogan. Donc c'était pas...
si la Turquie rétablit le sultanat avec Erdogan, à ce moment-là, on n'est pas bien, quoi. Mais est-ce que, dans le monde que j'attends, qui serait un monde un peu plus paisible, vous vous rendez bien compte que la mer Noire et la mer Caspienne, au milieu de cette carte-là, ça, c'est le nouveau centre du monde. C'est par là que tout passe. Ouais. C'est-à-dire qui contrôle la mer Noire et la mer Caspienne contrôle l'ensemble de l'Asie. Et pour l'instant, c'est les Russes. Ouais. Mais il y a 2 siècles ou 3, c'était les Turcs. On voit que y a Bakou qui a une position très centrale, puisqu'elle est à cheval sur plusieurs réseaux de marchandises. D'ailleurs, les Allemands avaient fait une erreur absolument gigantesque pour des raisons politiques. Quand ils ont fait l'opération Barbarossa d'Allemagne ils ont envoyé deux corps, un vers Moscou pour essayer de faire tomber politiquement, et l'autre vers la mer Noire et tout ça, vers Bakou. Et en fait, ils auraient dû, si les Allemands avaient été intelligents, ils auraient dit Moscou, on n'en a rien à foutre, on va envoyer toutes nos troupes pour prendre Bakou. Et à ce moment-là, ils auraient eu toute cette zone dans laquelle il y avait énormément de pétrole, et ils auraient peut-être gagné la guerre. Ah ouais. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, ils ont divisé leur force en 2, et en fait, ils auraient dû simplement... La plus grosse bataille de tanks a eu lieu en Ukraine, de l'histoire, où il y a... mais s'il y avait eu 2 fois plus de tanks allemands que de tanks russes, il y en avait le même nombre. Ouais. Mais il y avait le même nombre aussi là-haut. Mais s'ils avaient laissé tomber le haut, ils auraient probablement pris toute cette zone centrale avec les 2 mers, là. Et ça aurait pas été la même chose. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a des vieilles histoires qui se traînent comme ça. Hein. Je crois que il y a eu aussi une grande défaite de la... comment s'appelaient les ancêtres de la Prusse, là, les chevaliers teutoniques, qui s'étaient passés quelque part du côté de Lettonie, là au nord de Varsovie. C'était la bataille de Tannenberg, je crois. Ah oui. C'était là, parce que quand les Russes vous parlent de l'Allemagne, ils vous disent, ils ont essayé de nous envahir 10 fois. Ouais. Et chaque fois, on a été obligé autant de gagner, mais chaque fois, on a été obligé de les ratatiner. Donc, mettons qu'il n'y ait pas une affection très forte entre les Allemands et les Russes, quoi. Et vous dites souvent que l'Europe n'a plus d'armée et que quand on n'a pas de... il y a toujours une armée dans un pays. Quand c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Voilà. Et ça va être ou la Turquie, ou la Turquie, ou la Russie. Ou la Russie. Mais en fait, pourquoi un de ces 2 pays voudrait contrôler l'Europe ? Pour de tant de raisons, si vous voulez, la Russie, pas tellement. La Turquie, qu'on le veuille ou non, pendant 3 ou 4 siècles, il y a eu une bataille féroce entre la Turquie et le reste de l'Europe. Hein. On a fini par gagner, on a fini par faire tomber, donc... quelque part, c'est un petit peu... Il y a une revanche à prendre. Il y a une revanche à prendre parce que à partir de 18... Attendez, la dernière fois que les Turcs étaient face à Vienne, Vienne avait été sauvée par l'intervention des Polonais, là, de Jean, je crois. Et c'était en 1760, un truc comme ça. Oui, je pense dans ces jours-là, juste avant la Révolution française. Ouais. Donc, les Turcs menaçaient physiquement l'Europe, pas l'Europe grecque ou l'Europe serbe, mais là ils avaient déjà absorbé, mais ils nous menaçaient physiquement. Oui, l'Europe centrale. L'Europe, l'Allemagne, quoi, l'Allemagne, et donc ça a été très... Donc, faut pas... Et moi, j'avais des amis turcs quand j'étais à Hong Kong, très bonne famille et tout, des universitaires. Et leur fils s'appelait Genghis. Ah, intéressant. Genghis Khan. Oui. Que tous les Turcs considèrent comme l'un des leurs. Ouais. Donc, quand vous avez donné le nom de votre fils à Genghis, oui. En principe, vous n'avez pas une affection vous êtes porté. Un Genghis, c'est pas particulièrement populaire en Europe ou en Chine, quoi. Oui.
Oui, c'est clair. C'est un des noms populaires, les plus populaires en Turquie. C'est pas le plus pacifique, mais... mais les Turcs sont tous sauf pacifiques. Ouais. Et puis, il y a aussi aujourd'hui la dimension religieuse. Faut pas que terre d'Erdogan était très par l'intermédiaire de la démographie. Et il croit très fortement à l'expansion de l'islam par l'épée. Ouais. C'est-à-dire que ils n'ont pas peur des croisades. Hein. Et par la démographie. Il sait que le ventre des femmes est une arme sur absolument. On l'a bien vu, ce que disait l'Algérien, là. Boumedienne. Donc voilà. L'essentiel, c'est de dire le centre financier dans les 30 ou 40 ans va se déplacer complètement de New York vers Hong Kong. Et le centre économique va se développer vers le couple Chine-Inde. Et ça laisse entière la question de l'Indochine au milieu, là, où il y a quand même beaucoup de gens, mais qui aussi aurait vocation à être une espèce de puissance d'équilibre, quoi. Donc, voilà, c'est... moi, je trouve la situation absolument extraordinaire parce que je sais qu'il va y avoir un boom inimaginable en bas à droite, là. Mmh. C'est pas... Oui, mais qu'on commence déjà à observer. Hein. C'est un boom de la consommation, c'est l'émergence de toute une classe moyenne. C'est automatiquement l'émergence aussi de procédures d'épargne, de fonds de pension, de compagnies d'assurance, oui, bien sûr. Tout ça, un monde qui cesse d'être rural pour devenir... Oui, bien sûr, qui s'urbanise, etc. C'est un boom un peu comme on l'a connu nous pendant les 30 Glorieuses, finalement. Et comme l'a connu la Chine dans les 30 dernières années. Vous savez, en Chine, ils ont fait passer 500 millions de personnes dans les 30 dernières années de la campagne à la ville. C'est la plus forte transfert de population qu'il y ait jamais eu dans l'histoire. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de... Donc, voilà, ici, en quelque sorte, la démographie s'effondre et les villes ne sont pas bien. Et là, ça va être l'émergence à nouveau de grandes villes, parce que c'est là où se passera, où il y aura les grandes universités. Ouais. Il y a 20 ans, quand j'étais à Hong Kong, il n'y avait pas de grandes universités. Aujourd'hui, sur les 20 premières universités mondiales, je crois qu'il y en a 2 ou 3 à Hong Kong. Oui, donc on voit très bien l'émergence de... Ouais, mais alors je suis un petit peu hors sujet par rapport au thème central de l'émission, mais vous venez d'évoquer à juste titre la démographie en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet avec la démographie en Chine? Parce que, il y a un sujet énorme avec la démographie en Chine. La Chine a commencé sa population a commencé à décroître, je crois en 2022, 2023. Il y a très peu de temps. Oui, il y a un sujet énorme, mais il est encore pire, bien sûr, au Japon. Il est pire en Corée. Ouais, en Corée du Sud. En Corée du Sud, c'est le désastre. Ouais. Alors, il y a des pays comme la Hongrie qui vient de faire passer des mesures très favorables à la natalité, comme par exemple une femme qui a 2 enfants et n'aura plus jamais d'impôt dans sa vie. Donc, on sent bien que ça commence à préoccuper les... Et moi, j'ai pas de solution à ça, mais j'en ai parlé avec un certain nombre de gens. J'ai dit, vous pensez que la solution, c'est de demander à chaque femme de faire 2 enfants? Ça me paraît idiot, parce qu'elles ne veulent pas. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez une femme sur 10 qui accepte d'en faire 10. Ouais. Qui serait contente d'être une mère porteuse. Vous voyez, qui en fait plein. Ouais, donc la solution, c'est d'avoir 90% des femmes qui font des carrières, qui font ce qu'elles veulent, et 10% des femmes que vous payez très 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 bien pour qu'elles fassent plein de petits poussins, quoi. Ouais. Mais c'est beaucoup plus facile dans une société homogène, comme la Suisse, comme la Chine, que dans une société pas homogène du tout, comme la nôtre. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est une problématique qui touche littéralement tous les pays développés et même certains pays qui n'ont pas fini vraiment leur phase de développement et qui commencent déjà à avoir un déclin de leur natalité sous les 2 enfants par femme. C'est vraiment très très rapide. D'ailleurs, y compris en Turquie. Et c'est très amusant parce que en Turquie, il y a pas si longtemps, il y a même pas 10 ans, la démographie était assez forte. Je crois quelque chose de l'ordre de 2,5 enfants par femme, quoi, vraiment un truc solide. Et en quelques années seulement, en l'espace de 5 ans, ça s'est effondré. Et aujourd'hui, on est quasiment sur les mêmes standards que l'Europe. Je crois à 1,7, 1,8, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est assez hallucinant. Tous les pays connaissent ça. Et on n'a pas la solution. Je veux dire, la seule solution, c'est
il faut toujours s'appuyer sur la liberté des gens si on veut résoudre un problème. Donc, on a dit, bon, les femmes, elles vont avoir la contraception et tout, comme ça, elles auront le nombre d'enfants qu'elles veulent. Et on en découvre qu'il y en a 7 sur 10 qui veulent pas d'enfants du tout. Oui. Donc, ça fait tout un tas d'enfants. Donc, l'idée, c'est de dire les 2 sur 10 ou les 1 sur 10 qui veulent avoir des enfants, si j'ose dire, on les paye toute leur vie à faire plein d'enfants. Ouais. Et on avait fait des villages spéciaux, j'en sais rien, je veux pas dire. Mais c'est beaucoup plus facile de convaincre une femme sur 10 qu'elle doit avoir plein d'enfants que toutes les femmes qu'elles doivent en avoir 2. Ouais. Et puis, je pense que aussi peut-être une des solutions qui ne serait pas du tout suffisante, mais qui sera peut-être nécessaire, c'est, par le biais de la médecine, prolonger la période où une femme est capable de procréer. Ça, parce c'est que difficile. le truc, c'est que voilà, il y en a beaucoup qui disent ne pas vouloir d'enfants et qui se réveillent à 42 ans et qui disent maintenant je voudrais bien en avoir un. Une femme qui n'a pas eu d'enfant à 30 ans, elle a une chance sur 2 de ne pas en avoir. Ouais, mais justement, c'est là où il y a tout un vivier de femmes qui pourraient avoir ne serait-ce qu'un enfant et ça pourrait booster un peu la démographie. Oui, mais c'est l'embêtant, c'est que la machine, elle est cassée. Oui. La machine, elle est cassée et on ne sait pas la réparer. Ouais, Vous savez, quelque chose d'extraordinaire, c'est on a fait des recherches on a essayé de créer la vie à partir de cocktails chimiques partout. Il y a 50 ans, on était persuadé qu'on allait y arriver assez rapidement. Oui. Eh ben, on n'y arrive pas du tout. C'est difficile, ouais. La création de la vie, c'est quand même un truc qu'on n'y comprend que dalle. Mais que dalle. Et on n'a fait aucun progrès. Donc, faut faire avec ce qu'on a. Hein. Ouais. L'idée qu'on va pouvoir prolonger la période de fertilité des femmes, je suis pas sûr. Mais par contre, l'idée qu'il y en a tout un tas, il y a peut-être des tas de femmes qui aimeraient en avoir 4 ou 5, enfin 10%, ça suffirait. Quoi. Ouais. Il me semble que c'est plus logique. Oui, c'est sûr. Voilà, on n'a pas la solution à 100%. C'est intéressant ce qu'essaye de faire Viktor Orban. Je pense que c'est le genre de mesure qui peut faire passer genre la natalité peut-être de 1,4 à 1,7. 1,8 et puis ensuite vous mettez des espèces de des endroits où ces familles se tiennent comme ça, il y a petits enfants qui jouent ensemble, et puis il y a des bonnes écoles, et puis vous mettez la police pour qu'il se passe rien. C'est sûr que cet environnement-là, il est décisif. On n'a pas envie de faire des enfants. Ça peut pas être en ville. Hein. Ouais, bah oui. On n'a pas envie de faire des enfants quand on a du mal à être propriétaire d'un logement de 25 mètres carrés. Non, mais non seulement ça, mais c'est quand même plus facile quand vous êtes à la campagne d'aller dire au petit, allez, va jouer dans les champs. Évidemment. Et d'abord, il vous le demande pas, il y va. Tandis qu'à Paris, qu'est-ce que vous faites? Donc, on sait très bien que vivre à l'extérieur et tout, les enfants sont plus heureux. Donc si vous voulez avoir des enfants heureux, il faut peut-être les coller, il faut les sortir. Moi, quand je vois tous les rats d'appartements à Paris, je me dis... Ouais, non, c'est pas top, ça. C'est pas top. Donc, c'est revenir au côté animal, quoi. Voilà, donc ce qu'on essaye de dire, c'est que les conflits... La fin de l'Empire américain était très dangereuse, parce qu'ils étaient prêts à tout, c'est les gars qui étaient au pouvoir, ce Biden et tout. D'ailleurs, on ne sait pas qui a gouverné pendant les 4 ans de Biden, puisqu'il était gâteux. Donc c'était des gars qui étaient extrêmement dangereux, puisqu'ils étaient au pouvoir, mais qu'on ne savait pas qu'ils étaient au pouvoir, donc ils pouvaient prendre des décisions imbéciles. La fin de l'Empire américain, le retrait des États-Unis vers l'Amérique du Nord, ça va, s'ils ferment sur ces 900 bases qu'ils ont, et s'ils en ferment 800, les autres pays vont se sentir... J'avais vu une carte comme ça, où le type disait, regardez quand même ces salopards de Russes, hein, ils ont été mettre leur Russie au milieu de toutes nos bases, quoi. Donc, parce que vous voyez, la Russie était complètement encerclée de bases de tous les côtés. Non, mais on se fout de notre gueule, quoi. Mais, pourquoi la Russie Non, c'est sûr que la Russie avait demandé de rentrer dans l'OTAN. Et je pense que c'est prioritairement là-dedans que le budget américain va rogner sur le budget de la défense, parce que ils veulent le faire baisser de 8% par an. Ça c'est le genre de budget qui ça multiplie vos dépenses, mais ça n'augmente pas fondamentalement la capacité de votre armée à intervenir quelque part. Donc ça c'est le genre de dépenses par exemple que n'a pas la Chine ou la Russie, tout en ayant des armées assez efficaces. Et voilà, c'est ce genre de truc. Ils veulent réduire les budgets militaires de 8% par an pendant 5 ans.
Ou pendant 10 ans, je sais plus, j'ai un doute. Je crois pendant 5 ans. Et c'est très facile à défendre les États-Unis parce que vous avez ces deux immenses océans. Donc vous faites des dépenses à... Allez, vous avez des îles qui sont par là-bas, hein, vous mettez des défenses là-bas à 500 km du territoire, vous abattez tout ce qui passe au-dessus. Ouais. C'est pas difficile à défendre, quoi. C'est pas difficile. Y a pas de... Et puis personne ne va attaquer les États-Unis, c'est trop loin, c'est trop. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tout le monde peut attaquer les casernes américaines qui sont autour de la Russie, quoi. Oui, absolument. Donc c'est pas... On rentre dans une période de retour des nations, de fractionnement, mais ça veut dire que la globalisation, pour la plupart son nom, va accélérer de façon extraordinaire dans l'Asie du Sud et va disparaître chez nous parce qu'on n'intéresse plus grand monde. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour de la question. Voilà, donc pas de panique, votre petit il n'ira pas au service militaire. Ouais, on n'espère pas, effectivement. Je vous remercie bien sûr de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt, encore comme d'habitude, pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup.